Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture Ça réchauffe le cœur et l'esprit. et on en a besoin en ce moment. Et en ce moment, on en a besoin. Parce que full disclosure, on n'enregistre pas au même endroit que d'habitude parce que c'est pas chauffé l'endroit où on enregistre d'habitude. Et qu'il fait 5 degrés. -5. Et que lire avec des moufles, C'est dur, hein. c'est pas facile. Sauf si tu les mets sur les mains. Les moufles. Ouais. Sur les yeux, c'est vraiment compliqué. Non mais c'est surtout qu'on avait marre d'enlever des bruits de reniflement sur la Exactement. bande. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume? Et bien aujourd'hui, on va parler de personnes extraordinaires. On va Mhm. parler de la fiancée du danger. Et après, on va parler d'un des plus grands espions du 19e, 20e siècle. Eh ben on va faire une petite thématique du 9e, 20e siècle parce que Bah, super. c'est moi qui commence avec la fiancée du danger donc. Ok. Qui est né à la fin du 19e siècle. Mais donc, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de femmes un peu extraordinaires. Oui. Que je comprends que la pyramide de crâne, au bout d'un moment, ça lasse un petit peu. Là, on va changer d'univers. Oui, un peu. Il n'y a pas beaucoup de morts. D'accord. Enfin, pas de meurtres en tout cas. Donc, bref, j'ai décidé de parler d'une femme extraordinaire, hein, la fiancée du danger, la reine de l'air, Marie Cascou, la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc, selon les Américains. Hein. Bon, ils ont peut-être pas Qu'est-ce qu'ils entendu parler connaissent ça, Jeanne d'Arc déjà, puis ils n'ont pas entendu parler de Louise Michel. Donc, Oui, et c'est un peu avant Marie Curie. c'est concomitant, je crois. Marie Curie, c'est 1903 ou 4, c'est prix Nobel. C'est autour, entre là et 1910, je sais plus. Ouais, bah, tu vas voir, au début, c'est un peu concomitant. Donc, j'ai nommé la fiancée du danger, Marie Marvin. Ah, c'est elle qui a donné le... dont le nom a été transformé pour donner les comics. Ça doit être ça. Je pense. Mais c'est alors moi, je j'avais pas entendu parler d'elle il y a un mois, hein, de Marie Marvin. Bah, je comprends. Toi non plus. Moi non plus, aucune idée. Et pourtant, c'est la femme qui est la plus décorée de l'histoire de France. Ouais, Elle a à elle seule établi ou battu 17 records du monde. ouais, Et alors dans plein de trucs, hein. Parce qu'elle a des records du monde en aviation, bon, en alpinisme, en cyclisme, en natation. Elle a été inventrice, sportive donc, infirmière, journaliste, réalisatrice, avocate et bretteur. bretteur, mais pas avocate. Mais elle a étudié le droit, on va voir. D'accord. Ah, on Donc, n'est pas loin, hein. une femme accomplie. Pour ceux qui se souviennent de notre premier épisode. Exact, sur le Chevalier d'Éon. Alors, est-ce que c'était une femme On ne sait pas. Marie, on sait. Ah, Marie, on est sûr. On est sûr que c'est une femme. Donc, Marie Marvin, elle est née à Aurillac, donc le 20 février 1875. D'accord. Alors, je me souviens pas de Marie Curie, mais... Elle est pas née à Aurillac, Marie non, Curie. a priori, non. À Aurillakovski, peut-être. D'un père receveur des postes, donc chef des postiers, quoi, D'accord. du coin, et d'une mère dont on ne sait pas grand-chose, mais notamment parce qu'elle va mourir assez vite. Marie, elle a 3 frères aînés qui vont tous mourir dans leur petite enfance, et un frère cadet qui est un petit peu souffreteux. Du coup, son père, qui est lui-même un peu champion de natation locale et champion de billard, Oui, bah, il en faut. il en faut, et donc postier à ses heures perdues, Souvent, les champions de billard sont postiers. ça doit être ça. Je pense qu'il doit y avoir un truc. Ça laisse du temps libre. Donc son père, qui avait un peu prévu d'entraîner ses fils à faire plein de sports, bah, il va se tourner vers sa fille. Faute de grive. Faute de... Faute de grive, je dis on mange des merles. Tu ne connais pas cette magnifique expression. Alors, comme je mange ni grive ni merle, non. Ça devient devenir d'un terroir que je ne connais pas. Peut-être le sud-ouest. Je sais pas où est-ce qu'on mange des merles. Je pense plus Cela dit, dans le sud-ouest, sûrement. On doit les tremper dans dans la graisse de canard. et dans l'armagnac, comme les ortolans. Bon, en tout cas, donc le père, il va entraîner sa fille à faire du sport et il se trouve que dès l'âge de 4 ans, elle se montre assez douée parce qu'elle apprend à nager en même temps qu'elle apprend à marcher. D'accord. Et que dès 4 ans, 4-5 ans, elle nage des kilomètres dans la rivière locale. Bon, alors des kilomètres, elle fait pas 30 bornes d'un coup, hein, mais bon, voilà, 5 ans quoi. À 5 ans, cela dit, sa famille déménage en Lorraine, du côté de Metz, donc en Allemagne hein, à l'époque. Oui, parce qu'on est en 60. Bah, elle est née en 75, donc on est en 1880. D'accord. Donc en Allemagne, donc elle apprend l'allemand. Ok. Bon. Et elle va à l'école catholique, où un jour, sortie scolaire, on l'emmène au cirque. Et elle dit « Ah, mais ça a l'air cool ça, je veux faire du cirque ». Parce que à l'époque, j'imagine que en Lorraine, les cours d'eau c'est moins sympa.
Bon, en été, peut-être. Quoique, un ressenti de moins 17. Oui, moi, j'ai l'impression qu'on est plus sensible à l'hiver, là, aujourd'hui. C'est possible. Et c'est vrai que la Lorraine, comme ça, tu te dis qu'il fait froid tout le temps, même en plein été. Alors que c'est pas Dunkerque, quand même. Oui. Mais qu'au contraire, en été, il fait très chaud et c'est insupportable aussi. Sûrement. Oui, parce que ça va être continental comme climat. Donc bref, elle insiste un peu auprès de ses parents pour faire du cirque, et donc elle se met au cirque, et elle apprend le trapèze, le funambulisme, à jongler et à faire de la voltige à cheval. Parce que elle est douée. Voilà, tant qu'à faire. Soyons couteau suisse. Voilà, c'est ça. En parallèle, elle continue à faire du sport avec son père, quand même, qui l'initie à l'escalade, au canoë, au tennis, au vélo, à la gymnastique et au billard, donc, puisque Bah oui. il était champion de billard. Je pense qu'en fait, c'est la progression logique. Pour faire un champion de billard, il faut commencer tôt par la natation. L'escalade ensuite, L'escalade c'est important. ensuite, c'est important. Pour la force dans les doigts et tout ça. Voilà. Après Et- le tennis pour les rebonds. Et après, une fois que tu as 10 ans de pratique de plein de sports, là, tu deviens digne de toucher ta première queue de billard. Je pense. Non, au début, tu regardes. Tu touches la queue qu'après. D'abord, Oui. tu places les boules et tout, machin, puis après... Oui, pendant 4-5 ans. Voilà. Bref, en Il n'y a 1800... pas un manga sur le billard, Sûrement, il y a des mangas surtout. j'imagine. Je m'y connais pas très bien. En 1889, donc elle a 14 ans, sa mère meurt. Et son père déplace donc ses 2 enfants qui lui restent, sa fille et Mhm. son frère cadet, à Nancy. Bon, on reste. On reste dans l'Est, une localité riante. Je connais pas Nancy. Les berlingots. Il y a des berlingots à Nancy. Oh, je crois que c'est ça. Moi, c'est les 2 trucs que j'associe à Nancy, c'est les berlingots et la place Stanislas. Oui, Voilà. ok. Place Stanislas, ça je connais. Bref, de Nancy, elle fait son premier exploit. Elle va faire Nancy-Coblence. Coblence, c'est une ville en Allemagne, Mhm. en canoë sur la Meurthe-et-Moselle, enfin surtout la Moselle. Elle a donc 15-16 ans. Hein. Oui. J'ai vérifié, à vol d'oiseau, il y a 200 bornes entre Nancy et Coblence. Autant dire que la Moselle, elle va pas en ligne droite. Oui. En fait, ça fait un peu plus de 400 km, son truc. Et dans l'après-midi, pour être rentré le lendemain pour l'école, c'est. Alors, je sais pas en combien de temps. Ça, c'était pas, j'ai pas réussi à trouver. Bon, puis elle a 15 ans, donc c'est pas non plus un record Oui. hyper officiel et tout, avec une course, machin. Mais bon. On n'avait pas le Guinness Book qui attendait à la fin. Mais bon, comme le canoë, c'est pas un plan de carrière, elle va faire ses études, parce que hein, Oui. c'est une femme accomplie. Et en plus, comme elle a besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, bah, elle a du temps à perdre. Donc, elle va s'inscrire à l'université dans plusieurs facultés, parce qu'une seule, c'est pas assez. Oui. Donc, elle va faire une licence de lettres, elle va étudier la médecine, le droit, elle va apprendre 5 langues, Et une maîtrise de billard. une maîtrise de billard, elle va apprendre l'espéranto, je pense qu'elle est pas mal au baby-foot, et elle va finir par être diplômée infirmière de la Croix-Rouge. C'est elle qui a appris l'espéranto. Oui, c'est pas elle qui l'a créé. Non, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont appris l'espéranto. J'avoue. C'est elle. Alors, je sais pas la date de ses années à l'université. Et pour lui rendre hommage, on va continuer toute cette chronique en espéranto. Voilà. Parce qu'on est les deux seuls de Paris. Non. En 1899, donc une fois qu'elle est diplômée, tout ça, elle passe son certificat de capacité à conduire des automobiles. C'est rare à l'époque Bah, pour une femme. Bon, c'est rare. C'est déjà rare de le déjà passer. tout court, hein, j'imagine. Pour une femme encore plus. C'est pas encore le permis. Le permis, ça sera un peu plus tard. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Oui. Et en 1901, elle fait son premier vol en montgolfière. Parce que le canoë, c'est trop lent. C'est différent. Elle a envie de changer, c'est un peu risqué et tout, machin. On va voir que ça a de l'importance. Mais bon, elle va avoir 30 ans, donc là, parce que, bon, elle en a 26 en 1901, mais pendant 3 ans, pas trop ce qu'elle fait. Il va être temps de se marier, dis donc. Ah non, elle va toujours refuser de se marier et d'avoir des enfants. D'accord. En revanche, il est temps de montrer de quoi elle est capable. Ah. Parce que les 400 bornes en canoë, c'était sympa, mais personne n'est au courant, quoi, à part elle. Donc, 1904, elle participe après à sa première course cycliste, entre Nancy et Bordeaux. 1905, Nancy-Milan. 1906, Nancy-Toulouse. Alors, on va commencer par le cyclisme, hein, on verra après. Le reste. Il y a beaucoup de courses qui partent de Nancy, quand même, j'ai l'impression. Étonnamment. C'est un Je- haut lieu du cyclisme. Ben voilà, je savais pas, mais il me semblerait. En 1908, elle veut s'inscrire au Tour de France. Sauf que c'est réservé aux hommes, Oui, bah, le bien Tour sûr. de France. Et donc, on lui refuse. Elle dit, pas de problème. Je vais le faire à côté, C'est rien à ça. foutre. À chaque étape, elle attend quelques minutes après le départ, puis elle part et elle suit les mecs. À l'arrivée, il y a 36 hommes qui finissent le tour, parce qu'ils sont une centaine au début, 114. 36 hommes et elle. Alors, quelques minutes plus tard, donc, parce qu'elle est Oui. partie un peu après, mais voilà. Il faut savoir que le tout, elle le fait en jupe-culotte. Une jupe-culotte qu'elle s'est confectionnée elle-même,
que ça existe déjà avant, mais enfin, c'est pas vraiment Oui. vendu partout. Parce que les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Ah bah non. Pas déconner. Ça marque le déclin de notre civilisation quand même, le moment où on a autorisé les femmes à porter le pantalon. Alors, en fait, il y a quelques dérogations. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de porter le pantalon pour raison médicale. Donc, si tu as une ordonnance de ton médecin, D'accord. je sais pas. Je vois pas pour de l'eczéma ou des trucs, peut-être, je sais pas, Je aucune sais pas. idée. Si tu fais un métier d'homme, donc dans les mines par exemple, les femmes ont le droit de porter des pantalons. Ah, mais C'est sympa. du coup, cycliste, c'est pas un métier d'homme? C'est pas un métier. Donc, Oui, bon. voilà. Mais C'est ce que me disaient mes parents, mais en vrai, je suis sûr que ça peut être un métier, cycliste. alors, cela dit, en 1909, il y a une ordonnance qui autorise les femmes à porter un pantalon si elles marchent dans la rue avec un vélo ou un cheval, si elles tiennent un vélo ou un cheval à la main. Et comme elle fait les deux. À la fois. Ouais, elle a fait de la voltige à cheval. Oui, oui, tu mais me disais. elle continue à faire du cheval. Bon, là, en l'occurrence, donc les courses, coupe-culotte. Jupe-culotte, pardon. Pour la petite histoire, cette histoire de pantalon interdit, ça date de 1800. Et Oui. l'ordonnance qui interdit donc aux femmes, elle a été abolie en 2013. D'accord. Bon, elle n'était plus vraiment appliquée, mais Plus assez. c'est ça. Donc ça, c'était le vélo. En natation, en 1906, elle est la première Française à faire les 12 km de la traversée de Paris à la nage. Donc dans la Seine, quoi. Oui. Euh, À l'époque, on pouvait encore nager dans la Seine. Oui. 1907, c'est quoi? C'est 7 ans après les JO? Ouais, le premier, c'est 98. Je sais plus. Paris, je sais plus si c'est 1900 ou 1902. Mais bon, bref. Voilà, c'est 1906. Elle fait le truc en 4h11, c'est-à-dire mieux que Annette Kellerman, la fameuse nageuse australienne, qui Oui. l'a fait l'année d'avant en donc 4h50, je crois. Mais elle arrive troisième chez les femmes, Marie Marvin. Donc il y a 2 femmes qui ont fait mieux qu'elle. Bon, il faut dire qu'Annette Kellerman, à l'époque, c'était la première édition de la course, elle est partie dans le mauvais sens. Donc elle a perdu quelques minutes, quoi. En 1907, elle fait la traversée de Toulouse à la nage, qu'elle remporte cette fois-ci. Mhm. Ensuite, elle va plus vraiment faire des courses, mais elle va traverser le lac Gérardmer, fait 16 bornes quand même. Elle va... Ah non, ce qui fait 16 bornes, c'est nager de l'île de Capri jusqu'à l'île d'Italie, Oui. pour le plaisir. C'est mieux de faire ça que les îles Falkland ou... Alors, elle va pas essayer la traversée de la Manche, comme Kellerman. Ouais. Enfin, pas à la nage, en tout cas. On verra un peu plus tard. Ou les îles Lofoten en Norvège, au nord de la Norvège. Ça va être sympa, ça. Non, non, elle fait pas mal les lacs en Suisse, en hauteur. Ouais. Et puis sinon, c'est surtout la Méditerranée, quand même. Oui. Parce que, bon, Ouais, et puis il n'y a pas de vagues, c'est bien. ça doit être ça. Donc ça, c'était... Alors, on va pas faire de blagues trop sur traverser la Méditerranée à la nage. Non. En ce moment, c'est un peu cagnos. Donc ça, c'était la natation. Mais donc quand elle fait Gérardmer, là, c'est la montagne. Elle découvre Oui. la montagne et elle trouve que c'est vachement bien. Donc c'est à la montagne qu'elle va s'amuser le plus, on va dire. En 1905, elle va être la première Française à accomplir la traversée Charmoz-Grépon. En gros, c'est 2 pics du massif du Mont Blanc qu'elle Mhm. fait en une journée, en 15 heures. C'est la première femme à le faire. Elle n'est pas toute seule, hein. Oui. Elle est avec... Avec des Sherpas népalais et des trucs. non, non, avec 2 mecs du coin. C'est la première femme à le faire et en fait, il n'y a que 2 hommes avant Qui l'avaient fait. cette équipée-là qui l'ont fait. De manière générale, elle va gravir tous les pics en France et en Suisse qu'elle Tout peut ce qu'elle trouver. trouve, elle grimpe, quoi. Voilà. Entre 1908 et 1910, elle va remporter 20 médailles d'or à Chamonix en ski, saut à ski, patinage artistique, patinage de vitesse, luge et bobsleigh, puisqu'elle va On participer. commence le bobsleigh. Bah, c'est la première course de bobsleigh en 1910 qu'elle remporte. Et on a préféré faire un film sur Rasta Rocket. Ouais, c'est le patriarcat, je pense. Ouais, je pense. En 1906, en fait, elle a créé la première école de ski civile en France. Ok. À Chamonix, toujours, parce qu'elle aime bien. Et alors, quand je dis en ski, c'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de ski alpin, parce que le ski alpin, c'est 1931. D'accord. Donc c'est du ski. C'est du... Alors, il y a un peu de ski de fond à plat, là, Oui. avec le fusil dans le dos et tout. Puis un peu de... on monte à pied avec les skis, Ouais. puis on redescend après. D'accord. Bon, ils font des courses comme ça. Comme on fait de nos jours. Ouais, on remonte plus à pied, quoi. Ah bah, en ce moment-ci. Oui, c'est vrai qu'en ce moment... En ce moment-ci. Oui. J'ai une copine qui est à Grenoble en ce moment, je vais lui demander. Bon, alors ça, c'est les sports qu'elle pratique un petit peu intensément, mais à côté de ça, elle fait aussi de la gymnastique, donc barre fixe, barre parallèle, anneau. Elle fait du water polo, du hockey, du baseball, on en a parlé la dernière fois, de l'haltérophilie, parce que pourquoi pas, de la lutte, de la boxe, du jiu-jitsu. Et dans tous ces sports, elle excelle. Alors bon, elle fait pas forcément des compétitions, mais il paraît qu'elle est forte dans tout ça. En fait, elle fait tellement de trucs comme ça qu'en 1910,
L'Académie des sports lui donne sa grande médaille d'or, toute discipline, je cite, D'accord. et c'est la première et la dernière fois qu'ils vont donner une médaille toute discipline. D'accord, en disant, bon, toi, t'es forte partout. Ouais, voilà. On va pas se faire chier à essayer de trouver là où t'es la meilleure. J'ai lu quelques articles de genre Automoto de l'époque, les journaux Oui. de sport de l'époque. En fait, au bout d'un moment, ils arrêtent de dire c'est une skieuse ou c'est une nageuse et tout. Ils font c'est une sportwoman, c'est une sportive. Elle fait tous les sports, donc c'est une sportive. Elle Voilà. fait tout. Bon, mais tout ça, c'est des hobbies, hein, parce que le sport, Il faut bien gagner sa vie à un moment. voilà, c'est ça. Puis il faut avoir une passion, quoi. Ça, c'est Oui. ses hobbies, ce qu'elle fait le dimanche, comme ça. Mais sa passion à elle, c'est l'aviation. Donc je l'ai dit, en 1901, elle a fait son premier vol en montgolfière, donc en ballon libre. En 1907, elle va en piloter un pour la première fois. En pratique, c'est interdit aux femmes jusqu'en 1906, donc, Oui. de piloter. Donc, peut-être qu'elle l'a fait avant et qu'elle n'avait pas le droit de le dire. C'est possible. En tout cas, en 1907, elle pilote pour la première fois. En 1909, elle va devenir la première femme à traverser la mer du Nord et la Manche depuis la France jusqu'à l'Angleterre. Ça a déjà été fait dans l'autre sens, mais pas dans ce sens-là. Sauf qu'en fait, à l'origine, elle essayait pas de faire ça. Elle était à Nancy, elle voulait faire un vol de démonstration avec un copain à elle, colonel, qui l'emmène donc dans sa nacelle. Oui. Hop, on monte, il fait beau et tout, c'est cool. Il y a un petit peu de vent, ça les fait déporter vers la Hollande. Puis ils se disent, bon, bah écoute, il fait beau, on continue. Hein. De toute Oui, façon, tant qu'à faire. t'es dans un ballon libre, donc tu choisis pas vraiment où tu Oui. vas. Donc ils continuent. Ils se retrouvent au-dessus de la mer du Nord, ils sont à 2000 mètres d'altitude, il commence à neiger. Donc ça commence à être un peu C'était un peu bordel. con cette histoire. C'était un peu con. Donc ils sont obligés de redescendre. Ils volent à quelques mètres au-dessus de l'eau. En fait, en pratique, pendant la traversée, ils vont toucher 52 fois l'eau. Arrivés devant les côtes de l'Angleterre, bah, il y a des falaises quand même, à cet endroit-là. Donc ils sont obligés de reprendre de l'altitude pour passer au-dessus des falaises. Mais ils se prennent un arbre. Marie Marvin, elle est éjectée de la nacelle. Elle tombe en bas des arbres. Et puis le ballon s'écrase un peu plus loin. Et le colonel, lui, il survit. Ouais, tout le monde survit. Ouais. Elle est tombée d'un arbre. Mais enfin bon, ça va quoi. Oui. Ouais, c'est la Elle en fiancée a du du dos, danger. ouais. C'est pas la première fois que elle va tomber de pas mal d'arbres. Et puis, bon. Voilà, En fait, donc- ça se donc elle trouve. bat des records par erreur. Enfin, Ouais, là, c'était pas erreur. 720 bornes, 14 heures, hein, quand même, la petite histoire. Et puis, comme elle est gymnaste et tout, je dis elle est tombée, mais enfin, elle est tombée dans l'arbre de la nacelle. Oui. Mais ça se trouve, après, elle a fait des saltos et tout. Oui, voilà. Flip. Et puis, réception comme il faut. Ouais. C'est la première femme, j'ai oublié de le dire, à faire un salto avant sur un cheval. D'accord. Ce qui est utile dans la vie de tous les jours. Pour éviter une corde, tu vois, Oui. qui a été mise en travers du chemin. Hop, salto. Comme on en voit trop souvent à Paris. En 1910, elle va obtenir son brevet de pilote de ballon. Parce que D'accord. jusque-là, elle le faisait sans brevet. Alors bon, en même temps, tu te fais rarement arrêter. T'as vu la police des airs. Hop, on s'arrête. Les Garez papiers, votre ballon libre, là, s'il vous plaît. papiers du véhicule. C'est la deuxième femme à obtenir son brevet de pilote, après Marie Surcouf, qui a inventé le brevet de pilote pour les femmes. Mais fin 1909, donc ça, elle fait du ballon et tout, mais fin 1909, elle va faire son premier vol en avion. Là, on passe un cap. On passe à cap. Là, maintenant, on contrôle le truc. Alors là, l'avion, déjà, la montgolfière, elle aimait bien. Enfin, le ballon libre, elle aimait bien. Mais alors, l'avion, c'est formidable, quoi. Donc ça, c'est fin 1909. Immédiatement, elle se met à prendre des cours de pilotage avec un certain Hubert Latham, qui est pilote d'essai pour la société d'avion ADET, D'accord. et qui a un recordman à l'époque. Hein. Il a, en début 1909, record de vol en haute altitude. Il vole à 145 mètres. Ah oui, quand même. Ouais, non mais... Fin 1909, il explose son record, il vole à 475 mètres, Ouh. et début 1910 à 1110 mètres. Ouais, là, tu commences parce que quand t'as quand même la tête dehors à cette époque-là encore, Oui, ouais, je pense que tu dois te peler un peu. Et, tu enfin, commences à avoir du mal à respirer, des trucs comme ça, quand j'imagine. bah, Quoi 1000 non, 1100 mètres. Bah oui, t'es. Non, ça va, c'est à partir de 3000, non, que tu commences à... Ouais, 4-5 000 peut-être. Quand t'es à 3000 mètres. Enfin, au ski. oui, ça va. Enfin, en l'occurrence, de ce que j'ai compris, avoir peur de pas pouvoir respirer, c'est pas leur plus gros problème aux mecs qui volent à l'époque, parce que c'est un peu des cercueils volants, les trucs, hein. Oui, tu dois le réparer en cours de. Ouais, plus ou moins, hein, parce que le premier vol des frères Wright, c'est 1902, sur des Oui. avions qui sont vite fait motorisés, quand même. Et quand on dit vol, Ouais, c'est 20 cm au-dessus du sol. Hein. Le premier vol motorisé contrôlé autonome, donc avec un moteur et tout, et pas une catapulte qui te lance, c'est 1906. Donc 3 ans avant son premier vol à elle. Et donc le premier vol en 1906, là, c'est 12 mètres de long à 1 mètre du sol.
Ouais. Donc c'est un vol. C'est un vol. Un vol, c'est déjà ça. J'ai lu un petit peu du coup les premiers essais des frères Wright et des trucs comme ça. Les mecs, donc ils sont sur un champ et tout, ils font rouler leur machin, ils vont le plus vite possible. Et après, ils vérifient sur les traces et ils font ah là, t'as vu sur 20 centimètres, ça a pas touché. Ah, là, ça a pas touché. Donc ouais, c'est quand même encore un peu dangereux Oui. de voler. Mais donc novembre 1910, elle passe son brevet de pilote d'avion. Et c'est la troisième femme à faire ça. Après d'autres dont j'ai pas noté le nom. Désolé. Et La Marie Surcouf, du coup. Non, sur Couve, c'est surtout le ballon. Elle s'arrête au ballon. Alors, peut-être qu'elle a pris l'avion, mais plus tard. D'accord. Je peux vérifier. Et donc, le 27 novembre 1910, donc un mois à peine après avoir eu son brevet, elle va établir le premier record de la Coupe Femina, qui est une coupe pour les records en avion pour les femmes, en volant 53 minutes. C'est une coupe sur des vols en longueur, D'accord. de temps, quoi. En fait, au bout de 53 minutes, elle a un problème de moteur, donc elle est obligée d'atterrir. Malheureusement, son record va être battu un mois plus tard par une femme qui va voler 1 heure et demie, je crois. L'année d'après, elle va réessayer, elle va changer son moteur et tout, machin. Mais elle ne regagnera pas la Coupe féminine. Bref, 1911, premier accident, son moteur cale. Elle est censée faire un vol depuis je sais plus quelle ville, dans le sud de la France jusqu'au milieu de la France. Et puis, on la voit pas arriver. Donc les mecs sont là genre, oula, oups. En fait, son moteur a calé, encore une fois, et elle a atterri, entre guillemets, sur le terrain de boule du Café des Sports de Saint-Étienne. Où elle boit un coup en attendant les mecs qui viennent la chercher. Avec les mecs qui râlent, genre. Ouais, genre, C'est chiant un avion pour jouer aux boules. ça doit pas être pratique. Ensuite, après cet accident-là, elle va faire 717 vols sans accident. Et à l'époque, c'est hardcore, en Ouais. fait, tu vois, genre, parce que... Oui. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de bons aviateurs, il y a que des vieux aviateurs. Ouais, et encore, elle n'a pas beaucoup des vieux aviateurs. Et puis, autant dire que parachute, siège éjectable, Oui. tout ça, on oublie, quoi. Déjà, tu as de la chance si ton avion, il tombe pas en morceaux en l'air, quoi. Donc 717 vols sans accident jusqu'en décembre 1913 où là elle se plante bien dans un champ à cause du brouillard et tout. Elle est obligée de. Ouais, bien sûr. Non, mais elle est obligée de descendre à cause du brouillard et elle trouve un champ. Elle se dit vas-y je vais atterrir dans le champ et en fait elle se plante dans la boue. Son avion pique et tout. Elle se réveille en fait tellement dans la boue qu'elle n'arrive pas à respirer. Elle est obligée de creuser avec sa main pour respirer. Un mois de convalescence. Après ça elle va faire 900 vols sans accident jusqu'en 1914. Ça, c'est un record. D'accord. Puis 1914, bon, il y a un petit événement qui fait que Voilà, bon. elle est un peu obligée d'arrêter l'aviation juste pour le sport. Mais comme elle est un peu patriote, elle se dit, bah attends, moi je veux bien participer les gars, hein. Si ça me permet de voler. Ouais, en plus. Hein, l'aviation, qu'est-ce que vous en dites? Il faut dire que l'aviation, ça existe depuis, enfin l'armée de l'air, enfin non, à l'époque on ne parle même pas d'armée de l'air, mais depuis 1912. En 1914, ils ont 148 avions. Donc en plus, c'est pas mal. Ouais, surtout qu'ils ont 149 pilotes, quoi, Ouais, plus ou moins. c'est ce que j'allais dire. J'imagine que c'est tout le monde vient un peu avec son avion. Non, ils ont quand même, l'armée a quand même demandé à des industriels de leur construire des avions. C'est l'armée française qui a eu la première, l'idée de mettre des armes sur un avion. Je vais pas noter la date, mais... Enfin, des armes, des flingues, quoi. Ouais, Enfin, en au début, 1910. au début, c'est ça, hein, ils partent avec un flingue et puis ils se tirent dessus au flingue. C'est vrai. Ouais, vraiment. Mais donc, comme ils n'ont pas beaucoup de pilotes, et qu'en fait, elle a pas mal de potes dans l'armée, hein, parce que pilotes, il n'y en a pas beaucoup, Oui. donc ils se connaissent tous. Au début de la guerre, il y en a un qui est blessé de pilote, et donc tu as un de ses potes dans l'armée qui dit, bon, tu dis rien à personne, tu prends l'avion, là, on y va. Elle va participer à 2 bombardements sur Metz. Ouais, et là encore, les bombardements, c'est. Oui, c'est on lâche des grenades. j'ai les bombes à mes pieds, je les attrape à la main et je les jette par-dessus bord. Oui, ça doit être ça. Quand elle veut faire le 3e, là, tu as le commandement qui commence à dire, dis donc... Disons, c'est quoi il a ce drôle- pantalon? drôle de profil, votre pilote, là. Oui, mais alors, parce qu'en fait, c'est une femme. Et le commandement, il fait, non, 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 c'est pas possible, ça. Non. Donc, elle n'a plus le droit de voler. Même en jupe? Même en jupe. Donc, elle s'engage comme infirmière. Et elle va insister, parce qu'elle a un diplôme d'infirmière. Oui. Elle va assister un chirurgien pendant 2 ans et demi, mais elle veut faire un petit peu plus. Et donc, en 1917, elle a quand même encore des potes dans l'armée et tout, donc elle leur demande un petit peu. Et il y en a un qui fait, allez, vas-y, on va tenter un truc. Elle récupère un uniforme de poilu Ouais. et les papiers d'un mec qui vient de mourir. Et À l'époque, malheureusement, ça court un peu les rues. il suffit de se baisser. Voilà.
Papier qui était qui lui donnait une permission, tu vois. Ouais. Bon, le mec est mort en permission, con, mais. Et donc elle fait genre ouais papa, elle rentre et tout, habillée en homme, en Oui. poilu. Elle est obligée de faire attention parce qu'elle rencontre un des soldats de son régiment sur le chemin qui est complètement bourré et tout, qui lui fait des blagues potages. Enfin, bref. Elle va rester 2 mois au front, Ouais. dont 47 jours dans les tranchées, Sympa. en première ligne. Ouais, et puis, en fait, au bout de 2 mois, elle est chargée de remettre un pli à un colonel qui se trouve être un de ses cousins. Et donc, quand elle arrive, elle se dit, bon, bah, il va me reconnaître. Donc, elle lui tape dans le dos et tout. Elle lui parle un peu familièrement. Le colonel, il fait, donc, soldat, vous êtes bourré ou quoi? Et elle, bah, ça va. Bah, pour éviter la la cour martiale d'être mis au fer, en tout Oui. cas, elle est obligée de lui dire, non, non, mais cousin, c'est moi. Ah. Puis là, ils font, mais t'es toujours une femme. T'es en pantalon. Que se passe-t-il? La guerre, oui, mais en jupe. Voilà. Les tranchées, c'est en jupe, madame. Donc ils lui disent non, c'est mort, t'arrêtes les conneries là. Elle insiste un petit Ça peu. fait 2 fois. Oui. Bah, c'est pas la même armée, donc peut-être qu'ils Oui. se l'ont pas dit. Elle insiste encore et finalement on lui autorise à rejoindre les chasseurs alpins dans les Dolomites sur le front italien, c'est Mhm. donc à la montagne. Ce qui, vu ses antécédents, est pas con de leur part, Oui. mais comme infirmière toujours. Et donc elle va passer la fin de la guerre à ramener des soldats blessés en ski jusqu'à un endroit où elle peut les soigner. Elle va récupérer la croix de guerre pour ça et pour les bombardements parce que l'armée française n'aime pas les femmes mais elle est reconnaissante quand même. Oui, et puis les 2 mois au front, bon, ça. Ouais, ça on oublie un peu. Ça ils sont pas bon, c'est Ouais. l'anecdote quoi, mais ils sont pas hyper contents. Et après la guerre, elle va rester dans l'armée, elle va devenir officier de santé des armées au Maroc. Parce que je suppose qu'elle a eu froid dans les Il Dolomites, y a un elle en a moment, marre. il y a un moment, la Lorraine, c'est bien gentil, mais. Voilà. Bon, entre-temps, elle va faire un record du monde de marche, 57 km dans la journée. Mais ça, Oui. c'est un hobby, quoi, toujours. Bah, c'est une journée, quoi. Oui. En 1920, hein, ça. Donc elle a 45 piges, quand même. Jeannie Longueux, là. C'est un peu ça. Et donc, dans l'armée au Maroc, elle va s'engager dans son plus grand projet dans sa vie, en fait, développer l'aviation sanitaire. Parce qu'en fait, en 1910 déjà, elle avait conçu avec un ingénieur un prototype d'avion ambulance. Où en gros, il y avait un compartiment en dessous pour mettre une civière avec un mec et tout. D'accord. Elle a obtenu d'un industriel de faire un prototype. Sauf que l'industriel, en 1912, il est arrêté pour détournement de fonds. Bon. Donc, prototype, ça marche pas. Donc, elle va voir l'armée qui lui dit, ouais, c'est une bonne idée. Mais on n'a pas de thunes. Donc, donc elle va faire... On a des millions de gens en train de mourir, donc. Non, non, avant, 1912. Oui. Enfin, il se doute. Hein. Enfin, on a d'autres trucs, d'autres Oui. priorités. Sauver des vies, sympa, mais enfin... Donc, tu te démerdes. Donc, elle va faire une tournée de conférences et elle va récupérer, je sais plus, genre 70% de la somme requise pour faire le prototype. Mais ça s'arrête là. Et puis, 1914, quoi. Et alors là, l'armée, elle lui dit, oui, non, non, c'est pas très grave. Tant pis, ils sont blessés, quoi. Hein. Notre but, c'est pas de sauver les soldats, c'est de les envoyer au front. Donc ça s'était un peu mis en pause. 1920, elle se dit, bon, bah, on reprend, hein, cette idée. Allez. On y va. Et donc, elle va faire des tournées dans le monde entier de conférences pour développer l'aviation sanitaire. Elle va faire plus de 3000 conférences dans sa vie. En 1929, elle va organiser le premier congrès international de l'aviation sanitaire. En 1931, elle va créer le Challenge Captain Eichmann, qui est un aviateur qui s'est planté en 1912 et puis qui est mort. Oui. Un nom qui a dû bien survivre à Eichmann. Alors, Eichmann, C'est pas le ça mec de s'écrit Fils, pas pareil. Non, non, ça s'écrit pas pareil. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais quand elle s'est plantée là, en 1913, Oui. elle a quand même un peu frôlé la mort, elle avait écrit à un ami, une fois de plus, je reste la fiancée du danger, mais le mariage n'a pas été loin. Parce que à côté de ça, elle est journaliste oui, hein, quand même. elle écrit. Et puis elle écrit des poèmes sous pseudo. En 1934, elle va réaliser son premier film documentaire sur la question de l'aviation sanitaire, Les ailes qui sauvent. Du coup, elle va obtenir la médaille de la paix du Maroc, alors qui est donnée par le gouvernement français Oui. hein, à l'époque. Enfin, au Maroc, on s'entend, quoi. Et la Légion d'honneur, parce que ça lui manquait un petit peu. Comme elle est basée au Maroc et que le ski, ça lui manque un petit peu, bah, elle va inventer des skis en métal pour skier sur les dunes. Ouais. Skis qui vont être repris par l'armée pour équiper les avions qui doivent atterrir sur la neige. Ok. Pourquoi pas? Il faut toujours un moment dans ces histoires, on en reparlera. Un moment, il faut mettre un brevet Oui, c'est ça. dans ces histoires-là. Voilà, bah là, entre l'avion ambulance et le ski, le ski sur dune,
Elle va faire des courses de voiture aussi dans le Sahara, à ses heures perdues, parce Oui. qu'elle a le permis, donc bien que ça serve. Elle va faire du trek aussi, c'est la première femme à traverser une partie du désert, enfin bon. Tu Enfin, sais d'où ça première... vient le mot trek? Non, Bah, tu vas voir. ok. Et puis, à ses heures perdues, elle va étudier la peinture, la sculpture, le chant, la danse, l'art dramatique, avec Sarah Bernard notamment, la couture, la cuisine, parce qu'on lui reproche de ne pas être une bonne ménagère, l'astronomie. Il semblerait qu'elle ait aussi un petit peu étudié la phrénologie et la physiognomie. Bon, personne n'est parfait. Voilà. Et puis 1939, il y a encore une guerre, quoi. Ah oui. Bon, sauf que cette fois-ci, elle peut pas vraiment aller au front, parce qu'elle a 65 ans quand même. Et que, voilà. Mais elle va s'engager comme infirmière. Elle va monter un centre de convalescence pour aviateurs blessés qui s'appelle le Repos des Ailes, en Dordogne, je crois. Et elle va travailler comme infirmière de l'air, donc les Oui. infirmières de l'armée de l'air, parce que c'est elle qui a créé la formation et le brevet d'infirmière de l'air. Et elle va inventer un nouveau type de suture chirurgicale pour les soldats sur le front. D'accord. Parce Oui, comme que, ça. comme ça. Elle a étudié avec un chirurgien pour Oui. la Première Guerre, donc elle s'est dit, bon, voilà. Bon, Après, pas de bol, le front dure pas longtemps. elle va s'engager dans la résistance. Du coup. Après la guerre, elle va faire un deuxième film documentaire, Sauvé par la Colombe, en 1949. Elle va recevoir 2 prix littéraires aux États-Unis pour ses récits La fiancée du danger et Ma traversée de la mer du Nord en ballon. J'ai pas fait exprès, mais c'est un record. Le 20 février 1955, pour ses 80 ans, l'US Air Force va lui offrir un vol dans un chasseur à réaction supersonique. Ah, sympa. Ouais, alors pas en tant que pilote, hein, quand Oui. même, parce que, bon. On va mettre Chuck Yeager. Hmm. On va mettre Chuck Yeager. Je sais pas, c'est le seul nom de pilote américain que je connais. Peut-être, je ne sais pas. Merci les jeux vidéo. En 1959, elle va passer son brevet de pilote d'hélicoptère Ah, 80. à 84 ans. C'est la première femme à avoir les 4 brevets de pilote. Ballon, avion, hydravion et hélicoptère. C'était déjà la première femme à avoir les 3 d'avance Oui. sans l'hélicoptère. En même temps, c'est pas elle qui les crée quasiment tous à chaque fois. Non, non, non. Bah non, parce que tu vois, Oui. brevet de pilote, c'est la 3e, brevet de ballon, c'est la Oui. 2e. Elle arrive toujours un peu après, quoi. Oui. Et... Ouais, c'est nul. Bah, c'est nul. Disons, quoi. Bon, voilà, c'est une pionnière, mais pas tant que ça. Et en 1967, elle va piloter le premier hélicoptère à réaction du monde, le Jean. C'est un hélicoptère français. D'accord. Voilà. Donc à 1960, 85 ans. C'est pas la première à piloter ce truc-là, parce que... Non, 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 non. D'accord, c'est pas... Bon, on a un nouveau proto, qu'est-ce qu'on met? Mamie, Voilà. viens là, on n'est pas sûr. T'as eu une belle vie. Ouais, si ça se crache, il vaut mieux que ça soit toi. Non, 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 elle n'est pas pilote de test non plus, mais on lui D'accord. laisse piloter ça, quoi, Oui. tu vois. C'est la première femme à le faire. Et dernier défi, en 1961, elle fait Nancy-Paris en vélo, à 86 ans, en pédalant 10 heures par jour. Alors, je suppose qu'elle fait pas ça dans la journée, hein, quand même. Oui. Et elle va mourir en 1963 dans un hospice, un peu dans l'anonymat, en fait. Les gens ne savent pas trop qui c'est dans l'hospice. Elle va quand même avoir, va y avoir un article dans Le Monde, dans le New York Times et tout, machin. Mais Une notif sur... ouais. J'en ai lu quelques-uns des articles au moment où elle est morte. Et tous, ils disent, oui, bon, on a un peu oublié qui c'est. Parce que, à l'opposé de Emilia Oui, Earhart. Earhart, Ouais. elle n'est pas morte en vol. Ouais. En fait, elle a vieilli, quoi. Tu vois, c'est pas comme Saint-Exupéry ou d'autres qui sont morts dans la fleur de l'âge en faisant ce qu'ils font. Elle est les morte. As de la première... Le Baron Rouge, tout ça. Ouais, elle est morte de vieillesse. Et donc, on l'avait un peu oubliée. Et elle était un peu pauvre. Alors qu'elle aura reçu en tout 34 médailles et décorations officielles. En fait, dans les années 50, elle a eu une médaille tous les ans, plus ou moins. Oui, elle aurait pu en avoir plus si les mecs étaient pas radins et qu'ils lui filaient pas des médailles pour tous les sports. Vas-y, mec, ça nous coûte trop cher. Non, attends, ça, c'est même pas des médailles pour le sport. C'est genre la Légion d'honneur, les chevaliers de la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille de la reconnaissance française, elle a les palmes académiques, la médaille de la résistance, la médaille d'or de l'éducation physique, en plus de l'autre médaille pour toute discipline. 2 hôtes d'or. Après, elle va avoir à Nancy notamment des rues, des places, des écoles, elle va avoir des timbres et tout, machin. Mais en fait, ce qui est curieux dans tout ça, j'ai trouvé, c'est que c'est une pionnière hein, quand même, dans plein de trucs. C'est une femme d'exception, mais elle n'a jamais été militante féministe. Bah, peut-être qu'elle est... Enfin... Peut-être que elle se disait qu'elle faisait les trucs et que
Parfois, tu as une sorte de biais du survivant comme ça bah ouais, moi j'ai pu faire les trucs, donc il n'y a pas de raison que les autres puissent pas le faire, c'est possible. Enfin, tu vois, peut-être. Là encore, on fait de la psychologie. Un petit peu, ouais. Non, mais je pense que les Complètement. féministes de l'époque ont dû reprendre son exemple en disant, mais attendez, regardez, si elle a pu faire le Tour de France, nous on est capable de tout faire et tout, les femmes, machin. Mais elle a jamais milité. Alors, D'accord. du coup, ça en fait un petit peu la femme parfaite pour les réactionnaires télévisuels de nos jours, là, qui sont là, genre, ouais, les femmes, vous demandez toujours trop et tout, machin. Sauf que je pense que Marie Marvin, dans n'importe quoi, elle les aurait battus. Tu penses que à la course, Marvin Zemmour, J'ai pas trop. Même à 86 ans, je mets ma pièce sur Marvin. Non, mais à tout, tu vois, même au billard, elle les aurait. on sait pas, hein. Pascal Pro au billard, je crois qu'il Il paraît il que. touche sa bille. On a appris plein de trucs et on va rester à peu près à la même époque parce que moi, celui dont je vais te parler, il est né en 1877. Ah, c'est un petit jeune, quoi. C'est un petit jeune, 2 ans, c'est ça, du coup, Ouais. de différence. Alors, si je te dis qu'il s'appelle Fritz, Je me dis allemand. un peu plus précisément, il s'appelle Fritz Joubert Duquesne. Je suis censé reconnaître Schubert et Duquesne. Bon, c'est à la sonorité. Ouais, Duquesne, ça fait français. Fritz, ça fait allemand. Qu'il est né donc en 1877 à East London. Ouais. Donc pas en Alsace-Lorraine. Ouais. Donc, tu l'auras compris, notre histoire va commencer en Afrique du Sud. Sérieux? Il y a un East London en Afrique Oui, du Sud. c'est un des quartiers de Cape Town. Logique. Normal. Notre ami Fritz, il va naître. Je vais l'appeler Fritz pour son petit nom. Et c'est trop compliqué de suivre les noms du monsieur sinon. Donc lui, il est né dans une famille de Boers, donc qui sont en gros les descendants des fermiers locaux, Mhm. les premiers colons en fait. Les premiers viennent des Pays-Bas, d'où l'Afrikaans et une bonne partie des termes qui sont plutôt néerlandais. Mais à la fin du XVIIe, viennent s'installer en Afrique du Sud des Huguenots, Ah oui, des Français. des Français, Ouais, ouais. qui fuient les persécutions religieuses en France. Mhm. Et donc, Joubert Duquesne, c'est Ouais. une famille française. Très vite, sa famille, elle va partir du Cap, justement, pour s'installer dans la région de Nilstrom, un nom typiquement Typiquement sud-africain. sud-africain, qui, à ce moment-là, est indépendante des autorités britanniques. Mhm. Parce que donc là, à l'époque, l'Afrique du Sud, c'est déjà sous autorité. Ouais, mais pas toute l'Afrique du Sud. Hmm. Il reste des coins un peu indépendants. Et en fait, c'est à ce moment-là que les fermiers, donc Boers, vont faire ce qu'on appelle le Grand Trek. Et puisque Trek, c'est un nom. Ah, c'est du C'est du hollandais. batave, ouais. Ouais. Pour gagner en indépendance, en fait. Ils se barrent de la région de Cape Town. Ils vont aller émigrer un peu plus au nord, un peu plus à l'est. Mhm. On a battu les Zoulous. Mhm. On Enfin, on a battu, on a massacré. Oui, mais on a gagné. Enfin, Enfin, Les Anglais. les Anglais et les Boers. Ouais. On a découvert des gigantesques mines de diamants. Et Et- du coup, on se dit, merde, on aurait peut-être dû regarder quelques-uns des Zoulous pour aller dans les mines. Ouais, voilà. Et en même temps, dans la région, en fait, il y a tout le monde. Hein. Il y a les Français, les Anglais, les Portugais, les Belges. Il y a peut-être pas d'Espagnols. Mais en gros, tout le monde qui est autour et qui regarde ce territoire en disant « Oh !» Oh, des diamants. Donc, c'est ce qu'on appelle la première guerre des Boers, Mhm. où les Anglais vont venir dire « Vous êtes chez nous ». C'est un droit ancestral. C'est chez nous. Et c'est à l'époque que Piet Joubert, Piet, P-I-E-T, Piet Mhm. Joubert, l'oncle de Fritz, va s'illustrer. Il va être commandant militaire de l'armée des Boers. Alors, l'armée des Boers, faut voir que en fait, c'est une armée de fermiers. Hein. Ouais, c'est des paysans qui ont pris leur carabine, quoi. Exactement. Et là, il va mettre en déroute, et au passage en faisant 75 morts, en perdant 4 personnes, je crois, le corps anglais qui est venu pour les mater. Ah oui, c'est... C'est donc au début il y a une résistance. Bon, finalement le Transvaal, cette région-là, va revenir dans le giron de la couronne britannique, mais on aura un gouvernement qui aura une grande autonomie. Mhm. C'est un compromis, Ouais. et c'est la fin de la première guerre des Boers. Bon, si la famille de Frédéric, donc Frédéric c'est son vrai nom, mais on l'appelle Fritz, elle n'est pas forcément très très riche, c'est des gens qui ont de l'influence. Oui, parce que du coup... L'oncle est un peu un héros chez les Boers. Ce qui va permettre à notre ami de faire ses études, Mhm. déjà, c'est bien, à l'université de Londres, la vraie, Ah, le Londres anglais,
là où on mange les currys. Et ensuite, il va rejoindre l'Académie militaire de Bruxelles. Ah, ok. Ça veut dire quand même que les Anglais, ils sont pas revanchards, quoi. Quand t'es blanc, ils te laissent venir. Bah oui, quand t'es blanc, que t'as un peu d'entre-genre politique, parce que le gouvernement est quand même un peu indépendant. Ils ont quand même envie que ça se passe bien, parce que comme t'as aussi toutes les autres puissances autour, Ouais. Il faudrait pas que d'un coup les boyards ils se disent bon, finalement. on sera mieux chez les Belges, quoi. Bah, parce qu'ils sont là aussi, les Belges. Hein. Oui, il y a le Congo. Il y a le qui est Congo pas très loin. qui est pas très très loin. C'est peut-être aussi pour ça qu'il va à l'Académie militaire de Bruxelles. Ça va lui permettre d'apprendre plusieurs langues Mhm. et de développer une personnalité qui sera un peu plus sociale, un peu plus moderne que s'il avait passé sa vie à la ferme en Afrique du Sud. C'est possible. Il devient quelqu'un de très allant et il parle facilement. En 1899, donc notre ami a 22 ans, les choses commencent à se gâter un petit peu en Afrique du Sud. On en a déjà un peu parlé. À ce moment-là, on vient de découvrir, en plus des gisements de diamants, le plus grand gisement d'or du monde. Et tout se passe bien. Voilà, Là, tout se passe bien. En fait, du coup, il y a un gros exode de colons anglais qui vont vers cette région-là, Mhm. qui est historiquement gouvernée par les Boers. Mhm. Les Boers sont pas très contents. Ça se passe pas très bien parce que bah, c'est chez eux. Les Zoulous, Malheureusement. c'est de l'histoire ancienne. Hein. Ils ont pas vraiment de droit. T'ajoutes à cela que un mania de l'or qui s'appelle Cecil Rhodes, dont on a déjà parlé, celui qui donnera la Rhodésie et qui va fonder la De Beers, va faire une tentative de coup d'État sur le gouvernement indépendant de Johannesburg. Et genre déclarer la République de Cécile et. Non, déclarer c'est fini ces conneries d'indépendance, enfin on est- d'autonomie, on est des sujets de la couronne. Ah ouais, donc un coup d'État, mais pour la reine Victoria. Quoi. Bref, tout se passe bien, tous les éléments sont réunis pour que éclate à nouveau la guerre, et donc c'est ce qu'on va appeler la Seconde Guerre des Boers, ou la guerre anglo-boer. Mhm. Et ça, Fritz, il va pas la manquer. Mais alors, à chaque fois, les Pays-Bas, Bah, ils en s'impliquent fait, pas trop, quoi. non, il s'applique pas trop. C'est des colons qui ont un peu coupé les liens. Enfin, il y a Mm. plus trop de liens en fait entre les colons locaux et les. Parce que les colons, ils sont là depuis hyper longtemps. Mhm. Ils sont là depuis le 16e, 15e siècle. Donc, en fait, c'est une culture qui s'est développée un petit peu indépendamment. Bon, j'imagine que la Compagnie des Indes hollandaise a dû s'en servir comme relais à certains Ouais, au moments. début, mais finalement, elle fait faillite assez vite, donc. Notre ami Fritz, il va assez vite recevoir le titre de capitaine d'artillerie en novembre 1899. Du côté des Boers, donc. Du côté des Boers, parce qu'il a été blessé notamment pendant le siège de la ville de Ladysmith. Bah oui, parce que en fait, ils ont des canons, nos amis Boers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour des paysans. Alors pour des paysans, mais derrière il y a l'Allemagne Ah qui se dit tiens, si on emmerdait les Anglais. C'est bizarre, hein, comme tout le monde veut emmerder les Anglais. Exactement. Est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort de vouloir emmerder les Anglais? Bon, donc les Boers ont des canons. Malheureusement, le 15 décembre 99, il va se faire prendre et être prisonnier à la bataille de Colenso, donc qui est une des grandes batailles de la guerre des Boers. Mais il va réussir à s'échapper pendant son transfert en prison à Durban. Mhm. Donc il s'échappe. Il revient à Johannesburg, enfin il revient plutôt à Pretoria, puisque c'est là qu'on a mis la capitale. Et c'est là qu'on va avoir la première légende liée à Fritz. Ce sont les millions de Kruger. Attends, déjà, c'est quoi un Kruger? Alors, Kruger, du nom de Paul Kruger, Mhm. tu sais, celui du parc national. C'est le grand parc national d'Afrique du Sud. Ok, Mais donc, Paul Kruger, en fait, c'est le dirigeant du gouvernement des Boers à l'époque. ok. C'est une grande figure de l'histoire. Et notre ami Polo, là, il sent un peu le vent tourner parce que il y a des premières victoires. Au début, les Boers gagnent du terrain. Mais bon, les Anglais, ils se reprennent. Et à ce moment-là, ils sont dans la banlieue de Pretoria. Ah oui. Donc, Donc bon, ce que va faire Kruger, c'est qu'il va donner un ordre qui est d'évacuer tout l'or qui se trouve dans la banque centrale, notamment pour le faire partir en Europe et aux Pays-Bas. mhm. Là, tout d'un coup, il se souvient qu'il y a les Pays-Bas. Et voilà. Bah, et puis les Pays-Bas disent, bah oui. Écoute, Pas de problème. pas de problème. Et notamment, il va en confier une partie à Fritz, Mhm. qui va lui dire qu'il s'est engueulé avec une partie de l'équipage sur la route. Ils se sont battus, il y a eu des morts. Finalement, il reste plus que les porteurs indigènes et lui. Ils ont enterré l'or et bah, personne ne le retrouvera jamais.
Ah, c'est pratique. C'est un peu le mon chien a mangé mon devoir. C'est ça. C'est lui qui en parlera plus tard de cette histoire, mais l'histoire est assez légendaire en Afrique du Sud, les millions de Kruger, parce qu'on parle quand même de l'équivalent de 26 millions de dollars qui ont disparu, actuels, Ah oui. qui seraient enterrés quelque part en Afrique du Sud. Ah ouais. Et il y a une carte Non. tatouée sur le dos d'un mec ou... Bah non, malheureusement, on l'a jamais retrouvé. Donc, il est possible que ce soit pas tout à fait vrai ce qu'il raconte. Parce que beaucoup de choses que je raconte là, c'est tiré de ses mémoires. Ah. Et il a peut-être un peu embelli. la vérité. Voilà, il a peut-être un petit peu embelli les choses. Il y a des choses qui sont vérifiables, d'autres, bon. Non, mais du coup, ils ont quand même perdu de l'or. Ah bah oui, du coup, ils ont perdu beaucoup d'or. Mais c'est pas grave. Lui, de toute façon, il sait où c'est enterré, il n'y a pas de problème. Et il est là pour servir, donc il va se rendre à la bataille de Bergendal, qui est la dernière bataille organisée de la guerre anglo-boer. Donc on se doute, comme c'est la dernière, que ça va pas très bien tourner pour les Boers. En fait, après, la guerre va un peu évoluer en guérilla. En guerre asymétrique. Exactement. Et lui, il va être forcé de battre en retraite. Et il va battre en retraite au Mozambique. Ah oui, chez les Portugais, du coup. Exactement, chez les Portugais. Le problème, c'est que les Portugais vont l'intercepter, ils vont le capturer, et hop, direction Lisbonne. On le met dans un bateau, toi tu vas aller en prison, mais plutôt à Lisbonne. Et pourquoi qu'est-ce qu'ils ont contre lui, les Portugais? Parce que l'insurrection des colons, ils sont pas très fans, en règle générale, les puissances locales. C'est pas faux. Donc on l'envoie à Lisbonne, et c'est là que sa vie va un peu changer, et qu'il va changer de tactique. La confrontation directe, il va un petit peu oublier. Parce que jusqu'à présent, là, dans toutes les batailles, il se battait Ah oui. vraiment, quoi. Ah oui, dans toutes les batailles, il va être blessé, il se bat, enfin, c'est un vrai officier militaire, il n'y a pas de problème. Donc là, il est à Lisbonne, il faut qu'il se barre de là parce que la morue, il en a ras-le-bol. Sans transition, il va séduire la fille d'un des geôliers. Logique. Logique. Et elle va s'éprendre de lui et elle va l'aider à s'échapper. Il va passer par Paris, puis il va rejoindre l'Angleterre. Ils sont quand même cons, les geôliers. Ils savent qu'il faut pas emmener leur fille. C'est ça, à un moment. Ouais. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire une fois arrivé en Angleterre? Il va essayer d'assassiner Victoria, non? Non, il va infiltrer l'armée britannique. Et il va arriver à se faire enrôler. Et monter assez vite en grade pour devenir officier. Ah. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne en Afrique du Sud. Il retourne en Afrique du Sud en 1901, en tant qu'officier britannique. Donc attends, il s'était fait arrêter en quoi? En 99. Donc 2 ans. Ouais, c'est ça. En deux ans, il va faire ça. Il va arriver en Afrique du Sud. Non, 99, c'est le moment où il arrive Il revient en Afrique du Sud pour la première fois, après ses études. Ah oui. Donc en 2 ans, il a fait toute Ah oui, cette tout- histoire. Et il revient en 1901. La guerre n'est pas terminée. Là, on est vraiment dans de la guérilla. Et là, on a droit à notre petit moment gladiator. Parce qu'il mène ses troupes à travers la campagne sud-africaine. Et à un moment, il se dit, tiens, mais c'est pas très loin de la ferme de mes parents. Ah. Donc il fait un petit détour. Et il se rend compte que il n'y a plus que des cendres. Joli vestige de la politique de la terre brûlée du commandant militaire anglais, Lord Kitchener. Ah. Un grand dirigeant anglais de l'armée. Il apprend que sa sœur a été violée et tuée. Ah, donc oui, vraiment gladiator, quoi. Que sa mère est mourante dans un des camps de concentration qu'on a installés. Oui, parce que c'est les Anglais qui ont inventé Exactement. le camp de concentration. On a inventé pour l'occasion les camps de concentration. Bref, à ce moment-là, il rejoint le camp des gens qui sont pas fans des roast beef. Alors qu'avant, bon, c'était la guerre, mais c'était la guerre, mais c'était entre gentlemen. Il avait fait ses études à Londres. Là, bon. Si tu veux, pour reprendre les mots d'un de ses biographes, il va devenir une torche vivante, ambulante, brûlante, tueuse et destructrice, consumée par la haine. Un mec bien, quoi. Pas fan. Ouais. Donc, il va recruter une vingtaine de Boers et il va tenter de assassiner, comme tu proposais tout à l'heure, le responsable, Lord Kitchener. Et ça va être un peu sa némésis, Lord Kitchener. Mais ce qui va lui arriver pas mal dans sa carrière, il va se faire trahir. Là, en gros, il se fait trahir par la femme d'un des Boers. Qui l'a Femme. séduite? Voilà. Il Non. l'a séduite ou... Non. C'est... Bref, les femmes. Donc, les sujets anglais qui s'en prennent à une autorité militaire anglaise, c'est pas terrible. Ça s'appelle la trahison, mon bon monsieur. Mhm. Et toute l'escouade est condamnée à mort. Ah ouais. Toutes? Bah non. Parce que sinon, l'histoire serait un peu courte. Ouais. Notre bon Fritz va dire sinon, moi, je vous donne des codes de la guérilla Boer, et puis on est quitte. Le deal est fait. Bon, alors, ils sont pas tout à fait quittes, hein, il va aller en prison quand même.
Oui, mais il y a une fille de Jolie à séduire. Ouais, non, là, ça va être un peu différent, mais bon. Il donne les secrets des communications des Bauer. Il est envoyé au château de Bonne-Espérance, à côté du cap de Bonne-Espérance. Bon, les codes sont faux, mais bon, Oui, mais bon. ça valait le coup quand même. Là, si on se fie à ce qu'il raconte, comme il n'y a pas de fille de geôlier, il va tenter le fameux coup du « je creuse un tunnel avec une cuillère ». Derrière un poster de femme à poil. Exactement, là, manque de bol, il avance dans son tunnel, il est presque au bout, un rocher se décroche, lui tombe dessus, et on va le trouver inconscient dans son tunnel. Heureusement qu'on l'a retrouvé, remarque. Ouais, c'est pas le moment le plus glorieux pour lui, mais on lui fait pas trop confiance, et donc on va le changer de prison. Et les Anglais, quand on dit on change de prison, ils déconnent pas, hein. Direction la colonie pénitentiaire, dans les Bermudes. Ah, le bagne, quoi. Voilà. Bon, on se doute quand même que les Bermudes, ça va pas être non plus un trop gros souci pour lui. Le 25 juin 1902, il va se glisser hors de sa tente, il va passer les barbelés, il va nager les 2,5 km dans le noir en évitant les spots, les bateaux qui patrouillent et les requins, Ils dorment, les requins, la nuit. pour rejoindre l'île principale. Et là, il va utiliser un réseau de sympathisants Bauer qui sont encore dans le coin. Il y en a un peu partout. Bah oui, parce que les Anglais, à force de déporter tout le monde, C'est pas faux. Puis en même temps, les Hollandais, ils ont envoyé des colons un peu partout avant de se aussi. faire... Et donc, il va utiliser ce réseau pour se barrer des Bermudes et on va le voir échouer à Baltimore, dans le Maryland. Ok. Bon, Baltimore, c'est sympa, mais très vite, il va rejoindre la grosse pomme. Il va rejoindre Big Apple, New York City. Et là, il lui faut un boulot pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le boulot que font tous ce genre de mecs-là, il va aller toquer à la porte du New York Herald. Et devient journaliste. Et il va devenir juste journaliste. Il va y écrire, donc le New York Herald, c'est le plus prestigieux des journaux de l'époque. Il va écrire des articles d'aventure pour raconter la vie dans les colonies, tout ça, avec d'autres journaux aussi. Pendant ce temps-là, la guerre se termine en Afrique du Sud, mais bon, il lui reste plus rien là-bas, donc il n'a pas vraiment envie d'y retourner. Donc il reste à New York, il va continuer à s'adonner à l'écriture, il va publier 3 romans jusqu'en 1908. Et à ce moment-là, la bougeotte commence à le reprendre. Donc il va devenir correspondant de guerre. Ah, en fait, c'est surtout la guerre qui lui manque. Ouais, c'est ça, c'est qu'il lui manque un truc où il se passe des trucs. Donc là, il va aller à Port Arthur, en Chine, pour couvrir les conflits qu'il y a là-bas. Ensuite, il va aller au Maroc pour couvrir la guerre de Melilla. On en parlera un jour. Il va se marier, avec une américaine, mais ça va pas durer très longtemps. On a l'impression qu'il a un petit peu oublié les Anglais. Oui, parce que Mais la Némésis, là... non, il les garde dans un coin de sa tête. Histoire étrange, il va se retrouver bizarrement embringué dans une histoire d'hippopotame. En fait, ça vient d'un Américain du nom de Burnham, qui est un ancien chef scout. Scout reconnaissance, parce qu'en fait, les Boy Scouts n'existent pas encore. Mais Burnham va servir de modèle aux Boy Scouts. Okay. Lui, il était chef scout dans l'armée anglaise, et Fritz avait pour l'ordre de l'assassiner. Et maintenant, il est aux États-Unis, et il sert aussi d'officier de renseignement. Il garde un œil notamment sur Fritz, pour l'armée anglaise. Mais les deux, ils vont se retrouver autour d'un projet un peu étrange, puisqu'il va lui demander d'utiliser son expérience africaine pour le faire témoigner que oui, l'hippopotame serait idéal pour les marécages de Louisiane. Ça sent une espèce de vieux plan. Attends, on va envoyer l'espion. Non. L'idée, c'est vraiment d'importer des hippopotames depuis l'Afrique jusqu'en Louisiane. Parce qu'en Louisiane, cultiver de la viande, c'est compliqué. On manque de viande. Donc, on va faire du bacon des lacs. Avec des steaks d'hippopotame. Avec des steaks d'hippo. Mais c'est hyper dangereux, les hippopotames. Et en plus, ça broute les trucs. Il y a des problèmes de végétation dans le coin. Donc, on va les faire paître dans les bayous. Ils vont se taper contre les alligators. Enfin, ça va être cool. Voilà. Une idée un peu étrange. Reprise par Pablo Escobar. Le American Hippo Act. Ah oui, d'accord. Ils ont carrément fait... mais finalement, ça va pas se faire. Ouais. Donc, Fritz retrouve un peu d'oisiveté. Tu sais que Pablo Escobar, il l'a fait, il a ramené des hippos en Colombie. Oui, maintenant, c'est endémique parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui bute les hippos. Peut-être des lions ou des trucs comme ça.
Même pas. Bah non, ça a du cuir et tout, ça a des défenses de 15 cm. Ouais, c'est hyper dangereux. Ouais. Donc, Fritz, il est un peu dans l'oisiveté, il sait pas quoi faire. Et à cette époque-là, bah, t'es aux États-Unis, t'as besoin d'action, qui est-ce que tu vas voir? Roosevelt. Teddy Roosevelt, bien sûr, qui vient de finir ses 2 mandats de président. Et donc, Fritz va devenir instructeur de tir pour Teddy Roosevelt. Logique. Et en même temps, ils vont aller chasser ensemble le gros gibier en Afrique. Ah bah oui, c'est son petit moment où il va buter 4000 animaux pour le plaisir. C'est ça, bah, c'est avec Fritz. Ok, normal. Et Fritz va te servir de cette expérience pour en même temps écrire quelques articles, bon, à la véracité un petit peu contestée, Oui, mais bon. comme quand il dit participer à la chasse du feu avec des cannibales congolais. Alors déjà, il y a des cannibales au Congo. Bon, je sais pas, ça fait rêver le public. Oui. Hein, donc il en rajoute. Il se sent bien aux États-Unis. En 1913, il prend la nationalité américaine. Bien entendu, 1913, il va pas se passer longtemps avant qu'arrive la Première Guerre mondiale. Oui, oui. Alors, au départ, elle ne concerne pas vraiment son pays d'adoption, hein, qui va y rentrer qu'en 1917. Mais elle concerne un peu son pays de cœur. L'Afrique du Sud. Non, quand je dis son pays de cœur, c'est le pays qui Ah, monopolise toute la haine de son cœur. D'accord, pardon. La Grande-Bretagne. Donc, naturellement, il va être contacté par les services secrets allemands. Pas con. Qui se disent mais ce mec, il déteste l'Angleterre. Donc, lui, il s'en fout des Allemands. Mais Bah, à l'époque, les Allemands, Oui. ils sont pas plus méchants donc, que les Anglais. Quoi. il va prendre une page de Stanley, enfin presque, puisqu'il va changer de nom et s'appeler Frédéric Fredericks. Et il va prétendre faire des études scientifiques sur les arbres à caoutchouc en Amérique du Sud. Ok. Donc, il part à Bahia. Et C'est quand même loin du front de... Oui, mais en fait, c'est assez important parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des caisses de minerais divers en Angleterre, Ok. depuis Bahia. Donc, il va charger à chaque fois des caisses dans des cargos et il y a beaucoup de ravitaillement en fait de l'Angleterre qui vient d'Amérique du Sud. Sauf que lui, dans ses caisses, bah, il va mettre des bombes à retardement. Et c'est comme ça qu'il va couler 22 bateaux anglais. Ah mhm. Ça leur apprendra. Voilà, c'est ça. Bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et un des associés du nom de Bauer, Sérieux. c'est ironique, Ouais. va mettre le MI5 sur sa piste. Qu'à cela ne tienne, Fritz s'envole pour Buenos Aires. Là, il va prendre un pseudonyme pour publier un article qui raconte la mort de Fritz par des tribus amazoniennes, histoire qu'on lui lâche un peu la grappe. Et il va retourner à New York en 1916. Et là, pas de vergogne, le mec, il va aller réclamer les primes d'assurance pour toutes ces marchandises qui ont coulé. Parce Bah, écoute, je veux dire, comme arnaque à l'assurance, il n'y a pas mieux. Ouais, Tu les peux assurances pas- ont un peu tiqué. Enfin, bon, ce qu'il va raconter ensuite, on ne sait pas trop si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il raconte dans son livre. C'est que il va rejoindre l'Europe Mhm. pour soutenir l'effort de guerre allemand. Et là, il arrive sous les traits du duc russe Boris Zakrevski. Ok. Donc, il arrive en Écosse, sous les traits du duc russe. À ce moment-là, il va monter à bord du HMS Hampshire, Mhm. bateau à bord duquel se trouve notre bon ami Lord Kitchener. Mais il parle russe et tout ou... Alors, je sais pas s'il parle russe, mais je pense qu'il parle anglais avec un accent. Ouais, c'est vrai. Puis les Anglais à l'époque. Ah bon, vous êtes un noble russe et vous aimez pas les communistes. Venez. Bah, il n'y a pas de communistes à l'époque, on est en 1916. Ah pardon, je croyais que c'était 17. Non, justement, ils vont. Notre ami Kitchener, c'est un général de l'armée, et il va faire des missions diplomatiques en Mhm. Russie. Mhm. Donc, il part d'Écosse pour aller en Russie. Et là, pendant le trajet, donc il y a Fritz qui est sur le bateau. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va signaler la position du bateau à un sous-marin allemand. Mhm. Il va lui monter sur un canot de sauvetage, il va se barrer. Le sous-marin va couler le bateau, récupérer l'espion. Et la perfide Albion va perdre un de ses secrétaires d'État à la guerre les plus efficaces de Kitchener, l'histoire. donc. Ouais. Ah, donc il aura réussi à... Alors, Sa certains vengeance. disent que non, c'est pas Joubert Duquesne qui a tué Kitchener, c'est un complot juif avec Winston Churchill dedans. D'autres disent que non, en fait, c'était une mine. oui, c'est Mais Fritz, fabriqué par Nobel. mais Fritz dira qu'il a été décoré de la Croix de Fer pour ça.
Bon, on a perdu les archives. Ouais, ça a pas de bol. Pas Berlin a de bol, mais brûlé. ah Bon. ouais, non, mais c'est la guerre. Bon, la paperasse, ça brûle. Mais il n'y a pas de raison de pas le croire sur parole. Bon, ce qui est sûr, c'est que Kitchener est mort, quoi, et que le bateau a coulé. Oui, Bon. c'est déjà ça. On le retrouve ensuite en 1917 à Washington. Mhm. Donc là, on est après l'entrée en guerre des Yankees. Et il va utiliser un de ses amis de l'affaire des hippopotames là, pour tenter de se faire embaucher auprès d'un général de l'armée. Et en parallèle, il va déposer un brevet sur des mines électromagnétiques, puisque dans toute bonne histoire comme ça, il faut un brevet. Voilà. Il faut un brevet. Bon, malheureusement, il va pas trop bien réussir, et il lui faut vivre. Et le problème, c'est que il pourrait se tourner vers le journalisme, Mhm. mais à l'époque, les histoires de chasse africaine, ou comme il raconte comment il a combattu des grands requins blancs, c'est plus vraiment au goût du jour. Bah, il y a la guerre, quoi. Donc, Il on y a parle de la guerre des tranchées. Ouais. Pas de souci. Il va devenir Claude Soughton, capitaine de cavalerie légère australienne. Tranquille. Il racontera avoir vu plus de guerres que n'importe quel homme, avoir pris 3 coups de baïonnette, été gazé 4 fois, frappé avec un crochet, et il va faire le tour de New York, Mhm. en fait, pour donner des conférences. Ah ouais, donc là, il passe quand même escroc, quoi. Il a un bel uniforme, Il a accompli sa vengeance, maintenant, faut faire du blé, quoi. et il va encourager le public à souscrire aux emprunts de guerre. Sur certains emprunts de guerre, on verra même sa photo, En tant que... en tant que capitaine Soughton. Ok. Bref, il fait dans la discrétion. Notre Ouais, ami. clairement. Bah, en même temps, oui, il est... Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Bon, pendant ce temps-là, malheureusement pour lui, les inarrêtables rouages de l'assurance ont lentement tourné. Je vais se faire rattraper par arnaque à l'assurance. Et oui, les enquêteurs ont flairé l'arnaque. Et le voilà arrêté pour fraude à l'assurance. On l'arrête, et donc on va perquisitionner chez lui. Et là, on va trouver des trucs pas terribles, genre des coupures de fraises sur les naufrages, des lettres de félicitations allemandes. Bref, les Anglais sont aussi mis au courant, et fin 1917, il doit être extradé là-bas Mhm. pour répondre de chef d'accusation un poil plus sérieux que arnaque à l'assurance. Même si les États-Unis diront « Ok, on vous l'envoie, vous le jugez », mais après il revient faire sa peine pour Ouais, l'assurance. Il a 5 ans à tirer, là. Bon, pas de bol pour Fritz. À l'annonce de cette extradition, juste peu après, il va se retrouver paralysé. Et on n'envoie pas un mec paralysé en Bah Grande-Bretagne. non, c'est... Ça se fait pas. Donc on va l'envoyer dans un quartier pénitentiaire à l'hôpital Bellevue, dans lequel il va passer 2 ans. Tranquille, aux frais de la princesse. Voilà. Apparemment, sa santé s'améliore un petit peu, puisque le 25 mai 1919, il se déguise en femme et il s'évade. Ce sont des très bons médecins, l'hôpital Bellevue. Le mec a quand même passé 2 ans À faire genre, il est paralysé. à faire genre il est paralysé et à tromper les médecins. Il va faire un court passage par le Mexique, puis par l'Europe, mais il peut pas s'en empêcher, et il va revenir à New York, Ok. sous le nom d'emprunt de Frank de Trafford Craven. Bon, très vite, il va devenir le Major Craven. Et là, il va bosser dans le cinéma avec Joseph Kennedy, Ok. et dans l'édition. En parallèle, il travaille avec un biographe qui s'appelle Clement Wood pour faire paraître ses mémoires, Logique pour un espion. histoire qu'on l'oublie pas. Bon, le problème, c'est que les bouquins vont un petit peu raviver l'attention des autorités, et notre Fritz va se faire arrêter en 1932 pour meurtre en haute mer. C'est cool comme... Oui, c'est les bateaux qu'il a coulés. Bon, lui, quand on le prend, il dit « Qu'est-ce que vous racontez, Fritz, comment ?» Ah non, moi, je suis le Major Craven, rien à voir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire venir Clement Wood, le biographe, au poste. Il va le voir, non, ça c'est mon vieux pote, le Major Craven. Ah, pas mal le biographe. Rien à voir. Et finalement, c'est l'officier qui l'avait arrêté en 1917 qui va le reconnaître. Mais, entre-temps, les Anglais disent « Bon, c'était il y a longtemps, on abandonne, raison de prescription. Ah ouais. » Et donc, notre ami est relâché. Ils ont trouvé des trucs sur Kitchener, en fait, et ils se sont dit, ouh, bon, finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit mort, lui. Il est assez controversé, notre ami Kitchener. Tu veux dire par rapport au camp de concentration ou à la politique de la terre brûlée? Mais il était très efficace. Hein. C'était vraiment, il était secrétaire à la guerre. Enfin, c'était vraiment un mec haut placé. Et Fritz va aussi devenir un mec bien placé, lui dans l'administration américaine. Et il va trouver un job qui parle d'organisation du travail.
il va vite attirer l'attention de ses anciens amis. Bon, il le cherche un peu aussi parce qu'en 32, il va fonder l'Ordre de 76, Genre, il va fonder une milice. qui est une d'extrême organisation droite. pro-nazie, Voilà, c'est ça. Ils font une milice d'extrême droite, donc bien tranquille, tout va bien. en tant qu'officier de renseignement. Lui, c'est comme ça qu'il le fonde. Et en 34, c'est l'amiral Canaris, donc qui est le chef de l'Abwehr. L'Abwehr, c'est les services secrets de l'armée allemande, qui va faire en sorte que le contact entre les deux se renoue. Mais alors, pas de raison. Et le voilà en 37 à la tête d'un joli petit réseau d'espions Nazi. nazis. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le nazi qui l'intéresse. C'est juste de faire chier l'Angleterre. Je pense que c'est plutôt de faire chier l'Angleterre. Mais il est toujours à New York, là. Il est toujours à New York, ouais. Là encore, pas de bol, dans son réseau va y avoir un traître. Enfin, Pas de bol. il va y avoir un traître, donc un agent double, William Sebold. Ce qui va faire que très vite, le FBI, Hoover en personne, va aller briefer Roosevelt, l'autre, sur notre ami Joubert. C'est assez intéressant qu'ils disent qu'ils ont aucune information sur le colonel, puisqu'il est devenu colonel entre-temps. Sérieux, mais sous son vrai nom ou sous le nom du Major Craven, là? Du Major Craven. Donc le maintenant, il est colonel Craven. Voilà, ils disent avant 1932, on n'a rien sur lui. Et si on en croit l'agent qui s'occupe de son cas, ça se voit que c'est un espion, le mec. Bah oui, déjà. Ça veut dire que c'est complètement. Non, mais je veux dire que c'est complètement imprégné dans son comportement. Tu vois, quand il se déplace en train, il va changer 3 fois de train. Il va prendre des trains locaux, des trains express, pour faire le trajet. Quand il va prendre l'ascenseur, bah, il va s'arrêter systématiquement 1 ou 2 étages plus haut ou plus bas et finir à pied. Il va faire des tours dans les portes à tambour. À un moment, il va même aller directement voir un agent du FBI qui le suit en lui disant « Ce serait bien d'arrêter de me suivre maintenant. » Je vous ai vu, monsieur. Voilà. Bon, il est un peu sur le qui-vive hein, quand même. Ouais, il est limite parano, là, quand même. Bon, il est limite parano, mais il a la tête d'un réseau d'espions quand même. Il a peut-être des raisons pour être parano, certes. On ne saura pas s'il s'est rendu compte que le FBI loue l'appartement au-dessus du sien. Pour l'écouter, donc. Pour l'écouter. Sebold, lui, l'infâme traître à la solde des Américains, va s'installer en 40 dans un bureau où il reçoit les rapports des espions. En fait, il reçoit les rapports des espions, mais dans son bureau, à côté, sont installées des équipes du FBI qui parlent allemand, qui vont lire tous les rapports, qui vont les traduire et surtout qui vont les adapter avant qu'ils soient renvoyés à l'Abwehr. Ah, donc ils en fument là-dedans. Et donc, ils font passer les informations qu'ils veulent. Hein. Et surtout, ils filment, ils enregistrent tout ce qui se passe dans le bureau à travers des miroirs sans teint. Et notre ami Fritz, lui, il se méfie la première fois qu'il vient. Et la première question qu'il pose à Sebold en rentrant dans son bureau, c'est « Bon, ils sont où les micros ?» Il va tout retourner, mais il va jamais les trouver. Putain, il y a des mecs qui ont dû avoir une suée, là. Et une fois qu'il se trouve à l'abri dans ce premier entretien, il va déballer des photos qu'il a roulées autour de sa jambe. Des photos et des plans du M1 Garand, donc c'est le fusil automatique iconique de la guerre, mais aussi des tanks, des photos de bateaux. Bon. Là, le FBI se dit « Ouais !» Finalement, notre Fritz va se faire arrêter le 28 juin 41 pour avoir transmis des secrets militaires américains. Donc 28 juin 41, les USA sont pas encore en guerre. Ouais, Pearl Harbor, c'est... C'est décembre, c'est 7 Ouais. décembre. Sauf que il va être jugé en 42. Et là, la tendance a un petit peu changé. Ouais, les nazis sont plus trop en... Ouais, les nazis ont plus trop bonne presse. Lui, il va prendre une peine conséquence, même si on parle pas de haute trahison, puisque à l'époque, au moment des faits, ils sont pas en guerre, donc c'est de l'espionnage, mais pas de la haute trahison. Et il va quand même prendre 18 années de prison. Ouais, ça va. Je pensais que t'allais me dire 250, tu vois. Bon, cette fois, il pourra pas vraiment s'évader, enfin presque, il pourra presque pas s'évader parce que en 54, donc 12 ans plus tard, il va avoir une remise de peine en raison de sa santé qui décline. Bon, il va quand même donner encore quelques conférences sur sa vie et va finir par mourir le 24 mai 56 à l'âge de 78 ans. Putain. Et il faut bien se rendre compte de l'importance de son réseau. Au moment où il est arrêté avec 32 autres espions. Ah ouais. C'est encore aujourd'hui le plus gros réseau qui a été démantelé en une fois par des Américains. À New York. À New York. Et Hoover va être fou, il va être trop heureux. Canaris, à l'époque, à l'inverse, notre ami de l'Abwehr, lui va reconnaître que c'est un coup critique qui est porté à ces opérations. Enfin, notamment
en raison de l'importance des renseignements qu'ils recevaient, Mhm. même si, bon, ils étaient Oui, c'était caviardé, en partie caviardés. Et cette arrestation va mener peu ou prou à l'arrêt des activités d'espionnage allemandes aux États-Unis. Ah ouais, donc en fait, c'était un peu le chef des espions allemands. Oui, c'est Ah ça. ouais. Pour donner un exemple, c'est grâce à un membre de ce réseau qui s'appelle Hermann Lang que les Allemands ont pu avoir accès au viseur Norden. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est un viseur, en fait, qui était installé dans les bombardiers américains Mhm. et qui était complètement révolutionnaire, notamment parce qu'il était hyper bien stabilisé, mais aussi parce qu'il était en lien directement avec le système de pilotage du bombardier. Mhm. Donc, dans le viseur, tu pouvais intégrer la trajectoire, le vent, le machin. Et si tu veux, à ce moment-là, on passe de bombardiers qui, avec un peu de chance, vont toucher un bateau à 5000 pieds de haut, jusqu'à des équipages qui vont se vanter de pouvoir toucher un baril à 20 000 pieds. Ah ouais. Bon, ils exagèrent sûrement un peu, mais, Oui. mais tu vois le step change, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand Lang se fait embaucher chez Norden, bah, il va apprendre par cœur le schéma de fonctionnement du viseur, et il va être adapté par Zeiss en 1943 dans les bombardiers allemands. Ah, les bâtards. Ce qui va réduire l'avancée technologique américaine. Ouais. Et permettre aux Allemands de finir de bombarder Londres. Donc, Exactement. c'est toujours pour faire chier les Anglais. Exactement. Finalement, notre ami Fritz, bah, il aura été actif pendant 3 guerres Ouais. et motivé par peut-être le moteur le plus fort qu'on puisse comprendre, hein, la haine des Anglais, qui a l'air d'être plutôt efficace pour lui. Oui, effectivement. Pour beaucoup de gens. Mais en même temps, c'est un peu relou, les Anglais. Voilà. Mais il aura quand même, d'après lui, fini par avoir justice sur Kitchener. Oui. Bon, c'est vrai que pour un mec héroïque, son passage chez les nazis fait un peu tâche. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un moment où... Parce que bon, à la Première Guerre mondiale, je veux bien, tu travailles pour les Allemands. Ouais, bon. les nazis, Oui, non, là, il n'y a pas de... c'est plus dur d'en faire un vrai héros. Mais en gros, c'est un des plus grands espions au monde. Oui. Enfin, espion ou canartiste, quoi, parce que... Bah, oui, la frontière est Oui, la souvent... frontière est légère, parce qu'à un moment donné, il travaille pour lui-même, quoi. Oui, bah oui. Et puis il travaille pour Teddy Roosevelt. Et puis, bah, bref, il travaille pour tout le monde. Mais il est très très peu connu. Ouais, effectivement. Et il n'y a jamais eu de film sur lui? Il y a eu des films à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais là aussi, en fait, le problème des films, c'est que finir par un espion nazi, Ouais. C'est vrai que c'est... c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Peut-être qu'avec un peu de chance et une victoire différente dans la Seconde Guerre mondiale, il aurait fini en héros. Mais là, Ouais, c'est vrai que là, ça fait un film un peu cringe, quoi. ouais, ouais, c'est difficile. Ouais, tu peux faire ça peut-être sur le début, sur sa vie en Afrique du Sud. Mais même après, tu vois, les moments où il va chasser avec Roosevelt. Oui, c'est vrai que de nos jours, ça passe moins bien. Bah alors, aujourd'hui, on a buté 12 girafes. Pourquoi? Parce que j'étais là. Parce que Teddy, il a jamais tué de girafe. Donc, voilà. Eh bien, Mais on a plein de trucs. énormément. Plein de modèles pour... Alors, prenez plus modèle sur Marie Marvin que... Voilà. Et si vous aimez pas les Anglais, on peut trouver d'autres moyens d'exprimer Oui, et on la comprend. version. On On comprend. comprend, hein, bien sûr. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font avec la bouffe. Ne rejoignez pas les nazis. Non, ne faites pas ça. Eh ben, il nous reste plus qu'à dire au revoir, à vous souhaiter plein de bonnes choses, à vous souhaiter de continuer à écouter plein de podcasts, y compris ceux du label Podcut. Si les podcasts du label vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord qui est maintenant ouvert à tout le monde, à participer au Patreon si vous voulez recevoir les billets extraordinaires des gens du label. Et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.